avant de rencontrer les patients ou leurs familles ou mes collègues des services, il y a tout cet environnement dont on n'est pas non plus exclu. Alors, par exemple, comment peut-on percevoir le travail d'un psychologue dans une institution? Qu'est-ce qu'il va recevoir comme influence globale au-delà de sa profession, de sa technique et de ses théories? Et donc se questionner là-dessus, ça va aussi nous amener à un moment donné à avoir une présence particulière auprès des gens qui sont en entretien, en situation de consultation externe, en situation de suivi des gens institutionnalisés. Alors les questions qu'on pourrait se poser rapidement, enfin sans forcément trop les approfondir, mais je pense qu'elles sont quand même fortement impliquées, c'est voilà, un travail de funambule pour le psychologue, d'être à la croisée de toutes ces influences directes et indirectes, et à un moment donné d'être en rencontre avec quelqu'un, et que va-t-on faire, comment va-t-on négocier avec ces influences que l'on aura reçues, personnelles et extérieures. Alors, une des premières, ça pourrait être quel est le regard de la société sur les personnes âgées démentes, Alzheimer. Alors là-dessus, en quelques mots, je pense qu'on peut se poser la question de se dire que pendant longtemps, il y a eu un regard un peu hypocrite, de ne pas regarder dans ce sens-là, de laisser les gens dans ce qu'on appelait avant, et moi je travaille dans une institution qui a longtemps porté ce nom-là, d'hospice ou d'asile de vieux, donc hors les murs, derrière les murs. Donc il y a aussi la question de comment la société regarde aussi sa vieillesse aujourd'hui, et puis sa vieillesse malade. Donc, alors d'un côté, il y a le côté un peu compassionnel, qui peut interférer, puis il y a de l'autre côté des aspects beaucoup plus durs, qui sont des aspects comptables. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce qu'il faut investir? Dans quoi il faut investir? Et du coup, notre travail n'est pas exclu de ce genre d'influence, je crois aussi. Après, si on resserre un peu rapidement, il y a l'institution et la politique d'institution, qui elle-même reçoit des influences. Alors je serais tenté aussi de dire que depuis quelques années maintenant, il y a aussi une neurologisation, un mot difficile à dire, mais il est peut-être dans un esprit du temps, à avoir une connaissance, à apporter une connaissance, une science en réponse à des situations. Et ces influences-là vont peut-être aussi guider en partie des orientations de travail. Alors aujourd'hui, on spécialise les psychologues, les neuropsychologues, les cliniciens, les psychologues du développement, etc. Mais dans quelle mesure ça a aussi un intérêt? Parce que quand on est en face de quelqu'un qui présente un ensemble de problématiques, il me semble difficile de nous retourner derrière une sorte de psychologie des problèmes, en parallèle avec la médecine d'organes des spécialistes médicaux. Et puis il y a l'organisation des services qui maintenant deviennent de plus en plus pressantes, avec l'organisation de la T2A et ses fonctionnements. Et donc là aussi, on a des influences. On n'est pas encore à la rentabilité, mais on est quand même orienté sur tel ou tel type de travail qui est plus reconnu, qui est plus sollicité, qui devient même incontournable pour rendre des comptes rendus d'activité, pour rendre compte de sa propre activité, qui va donc guider un certain nombre de pratiques. Dans la standardisation, que ce soit la neuropsychologie, donc les tests ou des pratiques d'accompagnement qu'on pourrait appeler encadrées, donc ils vont à un moment donné tenir compte d'un état de début, d'un travail et d'un état de fin dans lequel on attend implicitement aujourd'hui d'avoir atteint ses objectifs, donc d'avoir des résultats et surtout des résultats positifs. Donc comment se présenter avec tout ça, toutes ces influences lorsqu'on a quelqu'un qui vient et qui va nous parler, parfois difficilement, parce que c'est pas non plus facile, même si on est psychologue, de délier la parole des patients de leur entourage. Je pense que c'est difficile aussi parce que en travaillant dans une structure gériatrique, la moyenne d'âge est quand même très élevée, donc il y a une autre culture de la parole. À quoi ça sert? C'est ce qu'on nous dit très souvent.
Donc là aussi, il y a à la fois un peu un déni de la remise en parole de certaines situations, une interpellation, mais alors si je vous dis quelque chose, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ensemble, et avec aussi l'attente de résultats. Si je vous parle, à la fin, vous avez une solution pour moi, ou je découvrirai une solution et je n'aurai plus besoin de vous, je ne serai plus malade, je n'aurai plus de soucis. Donc là aussi, c'est difficile de démystifier toutes ces situations qui en même temps vont entraîner des postes et notre place pour recevoir ces personnes-là. Ensuite, effectivement, il y a le travail, donc on rejoint un peu plus la question, le travail d'accompagnement psychologique des patients atteints de maladie d'Alzheimer et de leur entourage. Donc là, on peut repartir un peu sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire comment eux-mêmes vont pouvoir redonner une valeur à la parole, quelle aura été leur propre histoire culturelle vis-à-vis de la parole, quelle aura été leur représentation de la vieillesse, de leur propre vieillesse, et comment est-ce qu'ils l'ont construite tout au long de leur vie. Et puis nous, on arrive avec l'actualité de la vision de la vieillesse, et comment aussi se confronter, accepter d'être à côté de ce qu'eux-mêmes ont, nous semble-t-il, en tête comme valeur. Il y a un monsieur que j'ai vu ce matin, par exemple, et qui disait ben oui, voilà, il est 10h, mais je suis encore au lit parce que je traîne. De toute façon, bon, vous savez quel âge j'ai. Je dis oui, je sais quel âge vous avez. Il dit bon, alors vous savez que je sois levé ou pas, bon, ben, je me repose. C'est le temps du repos. Et il me dit, ben, vous savez, effectivement, à 96 ans, on peut se reposer, on n'est pas obligé de courir dans des activités. Et je pense que ça, c'est important, parce que si on reste dans notre propre perspective d'activité, de rythme, de rendre compte, etc., on ne peut pas entendre que ce monsieur-là, ce matin en tout cas, avait autre chose à vivre et à dire de son âge et de sa vie, plutôt que de penser ou de croire ou de projeter l'idée que le psychologue allait soit lui faire la morale, soit arriver à le convaincre, ou à le restimuler pour lui donner le goût de la vie et d'entrer dans une identité de grand vieillard hyper dynamique qui se lève à 6h pour aller faire son footing, etc., etc. Donc on est, je pense, dans cette perspective-là. Autre perspective, mais comme ça, hein, au fil des choses, pour les gens, je pense que des exemples récents qui me reviennent rapidement en tête, il y a ce qu'on pourrait appeler l'insécurité langagière, c'est-à-dire lorsque les gens ont du mal à cause de la maladie, mais pas que de la maladie, à comprendre ce qui se passe autour d'eux, ce qu'on leur dit, à en faire quelque chose qui soit adapté, qui soit pertinent, donc bien reçu par eux et par l'entourage. Je pense que l'insécurité langagière, elle vient également du fait de ne pas pouvoir s'exprimer, parce qu'il y a des manques du mot, ce qu'on appelle des oublis à mesure, des problèmes d'orientation, donc ça commence à un moment, ça va chercher une autre information en déambulant dans le temps qui est très ancienne, ça la réactualise là, puis bon, on se dit, ben bon, ça tient pas debout, et pourtant ils veulent bien dire quelque chose, même si c'est une sorte de flashback comme au cinéma, mais bon, qui ne nous semble pas à propos et à bon escient, donc on se dit, bon, ça va pas. Et comment faire, et comment faire aussi donc, dans cette situation où on ne comprend plus tout à fait ce qui se passe autour de nous, où d'une certaine mesure on n'arrive pas à se faire comprendre, même des plus proches. Et que va-t-on faire dans cette insécurité où on ne peut pas se faire comprendre, on ne peut pas comprendre, donc on s'isole, on est isolé dans cette situation-là. Alors, de manière peut-être caricaturale, je dirais qu'il peut y avoir, de manière immédiate, deux solutions. La solution pourrait être de se replier un peu dans la dépression, dans l'isolement, dans le repli, dans le découragement, ou bien de s'énerver. Parce que si on ne peut pas dire, si on ne peut pas s'exprimer, si on ne peut pas être entendu dans ce qu'on veut dire et reconnu dans ce qu'on veut dire et être, à un moment donné, on va essayer de forcer un peu et ça va se traduire après non plus par la dépression, ça fait de la peine à tout le monde, mais enfin on n'est plus compatissant à ce moment-là, que dans ce qu'on traduira aujourd'hui par des troubles du comportement. Et là, ça va, je crois, éveiller d'autres craintes, d'autres appréhensions, d'autres fantasmes
de la maladie, de l'évolution. Donc est-ce qu'il va pouvoir être dangereux pour moi, pour les autres, pour lui et du coup, voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire à tout prix pour contenir ce qui prend forme d'agression, mais qui n'est peut-être une manière d'essayer de surnager pour s'exprimer, pour continuer à vivre. Et peut-être aussi, peut-être, pour pas entendre que derrière ces comportements, encore une fois que je caricature rapidement en deux grands aspects, la dépression ou l'agression, trouble du comportement, peut-être embusqué derrière tout cela, il y a un trouble du fonctionnement cérébral, mais peut-être aussi il y a du désir. Que dire que c'est un trouble cérébral, ça dédouane pour tout le monde de toute prise en considération de quelque chose de beaucoup plus compliqué à réintroduire dans une situation, une relation, qui est le désir de l'autre. Tout aussi confus qu'il puisse apparaître à un moment donné ou à un autre, donc inconvenant, enfin, c'est pas le bon moment, c'est pas ce qu'il faut dire, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter, etc. Avec peut-être une autre idée qui se rajoute, je crois, c'est comment entendre aussi que c'est peut-être la dernière fois ou le dernier moment où ces personnes-là vont pouvoir chercher à l'exprimer. Peut-être de manière maladroite, souvent de manière délétère pour eux et pour nous aussi, puisqu'on va vouloir les calmer, ne pas les laisser dans cet état d'émotion trop difficile pour eux et pour leur entourage immédiat, et donc ne pas entendre qu'ils ont encore quelque chose à dire, pas forcément bien dire dans une bonne syntaxe, une bonne rhétorique, etc., mais quelque chose qu'ils ont quand même à exprimer, qu'on ne va pas vouloir entendre, non pas uniquement parce que ça va nous troubler, il y aura d'autres situations qui seront plus faciles à évoquer dans ce sens-là, mais tout simplement parce que on a une sorte de pré-réponse qui est « ah ben c'est la maladie ». Et du coup, une sorte d'irresponsabilité nouvelle qui ferait que, de toute façon, bon, on ne sait pas, c'est pas eux, il ne faut pas le prendre trop en compte, c'est la maladie, et voilà, un peu comme un enfant qui ne sait pas, donc on se retrouve dans cette situation un peu paradoxale du rapprochement des deux extrêmes des âges de la vie. Il y a aussi après les familles, enfin, en sautant un peu des étapes, il y a aussi parfois les familles qui interfèrent, enfin, qui sont touchées, et qui sont touchées à différents degrés. Bon, la séparation pour une entrée en institution, mais avant cela, aller consulter ou pas, vérifier ou pas qu'il y a cette possibilité dramatique qui peut se profiler pour le devenir de leurs parents et d'eux-mêmes en association, un peu comme s'il y avait une contagion de la maladie par la transmission génétique, bon, dont on n'a pas encore de connaissances absolument tranchées, nous disant c'est non ou c'est oui, dans une absolue filiation. Il y a ce sentiment, je crois, ambivalent des familles, rester fidèle à l'autre, le préserver, le protéger, lui éviter certaines humiliations, quand on ne peut plus sortir dans les magasins, quand on ne peut plus aller au restaurant ou au cinéma, parce que les comportements, les attitudes deviennent un peu gênantes. Donc comment faire pour gérer, jongler entre ces mouvements affectifs, psychiques, moraux, familiaux, sociaux, donc une grande complexité de dimensions à prendre en compte, tout en se disant voilà comment rester solidaire, comment rester proche, parce que fidèle à des engagements officiels ou affectifs ou sociaux envers eux, et en même temps comment ne pas non plus rester dans un déni, à fermer les yeux sur ce qui peut paraître un peu à tout le monde de l'extérieur des évidences et qui sont difficiles à reconnaître. Alors là, je parlerai, si vous voulez, rapidement de deux situations, les conjoints ou les enfants. Donc les conjoints, comment celui ou celle avec qui on a traversé la vie, passé la vie, se transforme, n'est plus celui qu'on a aimé, celui avec qui on a vécu, mais continue à le rester. Et pour les enfants, comment supporter cette image extraordinairement angoissante de quelqu'un qui nous a donné la vie, mais qui nous a aussi donné notre identité, une partie de notre identité, qui nous a dénommé comme son enfant,
à qui on s'est identifié au travers de certains âges de la vie, à qui on s'est opposé à d'autres âges de la vie, et qui là devient petit à petit un miroir sans teint. Comment soi-même se repositionner dans cette situation, vouloir pour l'autre et pour soi, préserver de cette dilution de l'esprit, du social et de l'affectif. Dans ces situations-là, je pense que c'est extraordinairement angoissant et troublant. Mais si on compare ces deux situations, donc celle du patient et celle de son entourage, quand on reçoit quelqu'un, l'habitude, en tout cas dans mon orientation de travail, c'est plus du tête-à-tête que du groupe. Comment passer de l'un à l'autre, du tête-à-tête à la triade, le conjoint ou un des enfants et le patient et le psychologue. Je pense que ça pose un certain nombre de questions complexes et des questions donc d'ordre technique, théorique, déontologique, mais aussi éthique. Avec un exemple, si vous voulez, que j'ai en tête, un monsieur que j'ai suivi pendant 1 an et demi, dans des entretiens qui étaient réguliers, mais qui étaient assez espacés, à peu près toutes les 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, qui effectivement avait une difficulté d'ordre aphasique et des difficultés de mémoire associées, donc une forme un peu particulière de la maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée. Donc en grande difficulté d'élocution, de manque du mot, et donc dans cette insécurité langagière que j'évoquais tout à l'heure, mais qui, au fur et à mesure du temps, s'est un peu relâché, décontracté, a pu confier un certain nombre de choses qui avaient été marquantes dans sa vie, de son enfance, de son passé au service militaire en Algérie, de sa vie professionnelle, de sa vie de couple et de famille. Donc là, la période de l'été a espacé un peu les rendez-vous. Il a eu tout un tas d'examens médicaux à passer par ailleurs, donc le temps est un peu passé, et il revient à la consultation prévue, accompagné de sa femme. Ce qui ne s'était jamais produit. Jamais, non. Non, parce qu'il allait, il venait, plus forcément en voiture, mais en transport en commun ou à pied, donc, ou alors il était accompagné par quelqu'un qui le déposait, mais donc jamais personne n'était venu l'accompagner, que ce soit pour les bilans ou les entretiens. Je dirais l'expérience ou l'intuition du moment a fait que j'ai demandé à son épouse d'attendre, parce que je devais voir son épouse, c'était ce qui était convenu et habituel, et qu'on verrait après peut-être à se rencontrer. Bien m'en a pris, puisque effectivement lorsqu'on rentre dans le bureau, il était assez contrarié de la présence de sa femme, qu'il vivait un peu comme une reprise en main, enfin une mise en dépendance de cette situation, être accompagné par, et que sa femme voulait me dire, me demander un certain nombre de choses. Donc il était assez content, il me dit, mais si vous aviez accepté de l'avoir, vous m'auriez trahi, vous auriez trahi tout ce qu'on a dit ensemble, et j'aurais perdu confiance. Donc là aussi, pourtant la demande était relativement pressante de la part de l'épouse. Donc on parle pendant un temps, effectivement il évoque un certain nombre de choses, dont une gêne, effectivement, que son épouse soit là, à côté, derrière la porte, avec cette difficulté aussi d'entendre qu'elle pouvait se faire du souci pour lui. Parce que ce n'est pas ce qu'elle lui disait. Ce qu'elle lui disait, c'est qu'elle était en difficulté plus importante, que ça commençait à devenir gênant dans leur vie relationnelle et de couple, enfin en tête-à-tête du couple. Et puis du coup, ça posait un certain nombre de soucis. Donc ce qui n'était pas dit, ce n'était pas « je me fais du souci pour toi » ou « tu m'inquiètes ». C'était voilà, c'est embêtant, tu es embêtant. Donc je pense qu'il était avec cette question-là. Et le fait d'arriver à discuter sur l'idée qu'effectivement elle pouvait être aussi inquiète de ce qui lui arrivait, ne voulait pas dire que j'allais trahir ou parler à sa place pour évoquer ceci ou cela, mais tout simplement que peut-être elle avait aussi, s'il en était d'accord,
droit à sa part de parole dans cette situation-là, même si on allait la distinguer du temps qu'on avait en tête-à-tête. Et tout d'un coup, là, il a, semble-t-il, entendu ce qu'il ne prenait pas en compte forcément au départ. Et puis c'est lui qui, le moment venu, implicite, enfin effectivement à la fin de notre entretien, mais qu'il a pris lui, il dit, ben, alors si vous êtes d'accord, maintenant je vais chercher mon épouse et puis elle va pouvoir... Et donc là sont passées des choses très curieuses et qui effectivement peuvent questionner l'éthique. Qui doit-on écouter? Est-ce que c'est le même psychologue qui doit écouter l'un, l'autre, les deux ensemble? Quelle part doit-il avoir là-dedans? Encore une fois, est-ce qu'il doit relayer la parole entendue? Est-ce qu'il doit la solliciter, l'encourager? Au contraire, est-ce qu'il doit la nuancer par les informations reçues apportées par l'épouse? Est-ce qu'il doit être le médiateur moraliste qui va faire la part des choses, la bonne moyenne, le bon équilibre entre ce qui a été dit d'un côté et de l'autre, ce qui a été vécu d'un côté et de l'autre? Et effectivement, ça a commencé un peu sous cet aspect-là, où donc l'épouse venait en disant oui, mais alors le suivi orthophonique a dû être arrêté, on n'arrive pas à le reprendre, et puis vous avez bien vu, c'est difficile pour qu'il puisse parler, pour qu'il puisse s'exprimer, ça devient compliqué parce qu'il se replie un peu sur lui-même, ça devient compliqué parce que pendant les vacances, alors que d'habitude il était assez convivial, ben là il n'a pas trop voulu participer, les relations avec le voisinage habituel qu'il retrouve régulièrement, ben, du coup il n'a plus trop envie de faire les activités, la marche ou le boule, prendre l'apéritif ou discuter avec les autres. Et là est apparu quelque chose chez le monsieur qui était... mais n'oublie pas qu'on a vécu comme ça, où chacun était libre de son côté, enfin, sans penser à des choses extraordinaires. Enfin, et donc il lui disait bien ça, il ne s'agit pas de tromperie ni rien, mais on a une certaine liberté de fonctionnement. Et là, il lui renvoyait l'idée que lui recevait cette situation de maintenant, il devient une charge pour elle. Et il lui disait, donc il lui arrivait à dire, et là la parole était fluide. Mais c'est sûr que bon, tu continues à partir en vacances avec tes amis, tu vas à tes activités de sport, de loisirs, à tes activités de bénévolat auprès des enfants et des petits-enfants, etc., etc. Mais là, moi aussi, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu fasses attention à moi. Et c'est pas facile à dire, c'est pas facile à demander. Donc comment faire pour arriver justement, lorsqu'on est tiers, témoin de cette discussion, à la fois pour ne pas intervenir, pour ne pas prendre part, et voilà, tout simplement pour qu'ils puissent rediscuter des choses qui visiblement ils ne discutaient plus comme cela, mais plus sous le couvert de... c'était des piques, des disputes, des difficultés à s'entendre sur un certain nombre de choses, que soit le monsieur oubliait, soit que la dame avait l'habitude qu'il fasse, et puis bon, comme ils n'en avaient pas reparlé ou qu'il avait oublié, ben ça s'était pas fait, donc c'était un peu des anicroches un peu régulières. Alors, bon, là on est dans le quotidien, enfin je veux dire, on est dans la réalité d'un entretien avec des familles qui ne vont pas toujours nous parler de choses extraordinairement métaphysiques ou métapsychologiques, donc on est dans une réalité directe. Et comment essayer de tenir cette part pour faire qu'ils puissent s'entendre à nouveau, encore une fois, sans être le porte-parole, parce que je ne suis pas mandaté pour ça, ni par l'un ni par l'autre. Je ne suis pas le moralisateur, je ne suis pas le juge, mais comment essayer de retrouver une part de dialogue sur ces choses qui sont simples dans les anecdotes et dans les situations présentées, et forcément pleines de sens, de l'histoire et des anecdotes présentées. Et encore une fois, cette idée que semblait évoquer la femme, donc l'épouse qui disait effectivement, bon, j'ai mes activités, donc je ne peux pas toujours être là, et il faut que tu continues à te débrouiller seul, ou que tu fasses d'une autre manière. Et lui qui à un moment donné justement arrivait à lui dire, mais c'est douloureux, c'est difficile de te demander, parce que je pouvais attendre que tu le fasses
naturellement, en continuant à prêter attention, même si on a toujours vécu libre de notre rythme de vie individuel dans le couple. Et comment donc articuler ces questions-là. Et peut-être pour ne pas être trop long non plus, juste quelques mots aussi sur ces questions que ça entraîne avec les équipes des institutions donc dans lesquelles le psychologue intervient, même si ce n'est pas directement par rapport aux patients, on entretient avec les patients, mais dans cette interface de relations qui est voilà, comment est-ce qu'on va appréhender les problèmes des gens. Alors, il va être appréhendé d'un point de vue plus technique, aujourd'hui plus médical, avec des chiffres, des tests, des procédures, des médicaments, des manières de faire, etc. Et puis petit à petit, voilà, cette délégation de gens qui vont être vécus comme ils s'adaptent bien, ils sont charmants, ils sont agréables, et là c'est facile en quelque sorte. Et puis après, bon, des gens qui s'adaptent de manière différente. Moi je considérerais d'une certaine mesure que déprimer pour s'adapter, c'est quand même une manière de s'adapter, bon, qui est douloureuse un peu pour tout le monde, mais qui est quand même important. J'évoquais tout à l'heure aussi cette question des troubles du comportement, enfin des comportements que l'on ne comprend plus ou qui n'ont plus toujours le sens que la personne voudrait leur donner parce que c'est désordonné dans son idée, dans l'expression comportementale ou verbale qu'elle peut nous en retourner. Et donc effectivement après ces attitudes, comment accepter, comme ceux qu'ont déjà eu à supporter les familles, comment accepter aussi d'être dans cet étrange miroir où on peut y reconnaître nos parents, où on peut y reconnaître notre propre avenir, comment supporter cette identification douloureuse et impossible que les vieux entre eux même redoutent, hein, parce que très souvent ils s'isolent aussi pour éviter d'avoir à s'identifier aux autres. Les questions éthiques dans l'accompagnement psychologique, je crois que ça se repose aussi comme ça, et c'est d'autant plus complexe que, encore une fois, c'est, me semble-t-il, un travail particulier, mais qui est un peu bousculé par toutes ces choses qui l'entourent, et qui donc nous bousculent aussi dans notre propre posture. Donc, est-ce qu'il faut qu'on s'isole dans cette posture-là, quitte à ne plus être compris, ou à être un peu marginalisé par nous-mêmes et par les gens qui attendent autre chose des psychologues aujourd'hui? Ou au contraire, est-ce qu'il faut rester sur cette position de mais si on concède ceci, si on concède cela à la famille, aux patients, à l'institution, aux grilles de mesure de ceci et de cela, comment à un moment donné vont-ils pouvoir, et allons-nous pouvoir aussi entendre, recevoir et rencontrer ces souffrances particulières, en plus des souffrances induites par les difficultés de mémoire, les oublis à mesure, le fait que d'une rencontre à une autre, on reparle des mêmes choses, ou on reparle des mêmes choses pareillement ou différemment, et qu'on peut aussi avoir l'impression de ne pas avancer. Donc, comment reposer ces questions de la frustration des uns comme des autres, de devoir supporter voilà, cette impression de travailler un peu dans le vide, donc de ne pas avoir cette possibilité d'avoir des objectifs, des résultats, des évolutions constatées et constatables à répondre, à remettre sur la table dans cette formulation nouvelle des échanges. Quand je dis nouvelle, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas auparavant, hein, ça veut dire qu'effectivement c'est peut-être plus pressant aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Donc voilà comment l'éthique rejoint les questions déontologiques et les questions pratiques au jour le jour, voilà, avec les interpellations, les rencontres. Comment ça se passe avec la famille? Bon, je vois bien, c'est peut-être plus simple, d'une certaine... Enfin, plus simple, tout ça est entre guillemets, mais au moins il y a quand même une distance, puisque vous êtes peut-être partie prenante de leur histoire d'une certaine manière, même si c'est juste
à travers votre oreille, mais bon, vous n'êtes pas de là, un jour vous ne vous verrez plus, bon, etc. Donc il y a peut-être une facilité, une rapidité pour, pour échanger, pour peut-être comprendre ce qui se passe. Avec l'équipe, c'est différent, puisque vous faites partie de l'équipe. Donc, comment on arrive à, disons, à traduire ce qui se passe, pour autant qu'on comprenne d'ailleurs, mais à traduire ce qui se passe. Commençons par le début. Et comment, disons, conseiller quand même, malgré tout, hein, peut-être quelque chose, je ne sais pas quoi, une attitude peut-être plus que... pour que les choses fonctionnent quand même. C'est-à-dire qu'on n'en reste pas à ah bah oui, je comprends pas, donc c'est la maladie. Ou ah bah oui, c'est parce qu'aujourd'hui il fait moche. Enfin bon, des choses bon, qui vont pas faire beaucoup avancer le schmilblick, quoi. Comment ça marche? C'est très compliqué, je trouve. Par où ça passe? C'est plutôt par où ça passe. C'est à la fois compliqué et en même temps... Oui, ça peut être parfois peut-être très simple. Pas aussi compliqué que ça. C'est-à-dire que si on reprend l'idée, comment se positionne, comment est positionné le psychologue, c'est effectivement quelque chose qui pose énormément de questions, enfin, qui est sujet à débat en plus dans l'actualité récente. Enfin, d'être à la fois dedans et dehors, à la marge, mais à la marge à l'extérieur ou à la marge à l'intérieur. Je pense qu'effectivement, si on s'arrête 2 secondes sur cette idée-là, c'est compliqué d'être collègue, mais un collègue particulier, donc il ne va pas forcément s'inscrire dans le même type de relation qu'avec les autres, enfin, sans qu'on soit non plus toujours forcément extraordinaire dans notre vie avec nos collègues, mais comment apporter autre chose, et c'est peut-être là où ça redevient un peu plus compliqué, un peu à contre-courant d'une majorité de soignants, enfin de soignants somatiques, qui ont reçu une formation et qui ont participé à une formation qui n'est pas forcément spécifiquement psychologique, ou d'abord psychologique. Et puis les fonctionnements que j'évoquais tout à l'heure au niveau des institutions qui impriment même tout un tas de choses. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'être à la fois dedans, dehors, mais d'essayer non plus de ne pas être totalement étranger. Donc comment supporter de ne pas être tout à fait partie intégrante du groupe, avec tous les mécanismes de groupe que ça peut induire. Hein. Donc si on est dedans, donc il faut accepter des règles, il faut accepter tout un tas de choses. Si on est dehors, on ne fait plus partie du groupe. Si on est entre les deux, on ne sait jamais si on est dedans ou dehors. Donc comment est-ce que les autres vont nous positionner, comment on va se positionner soi-même par rapport à ça. Et puis comment intervenir, pas forcément dans le même sens que tout le monde. Alors comment faire aussi pour être à la fois l'électron libre, le poil à gratter, l'agitateur d'esprit, comme disait Magasin il y a quelques années en arrière, pour justement garder cette place protégée d'une certaine mesure, mais en même temps privilégiée d'être au carrefour de certaines choses sans être dans les voies qui mènent à ce carrefour. Alors après c'est vrai que ça peut être relativement simple, et comment interpeller par exemple nos collègues pour savoir comment eux aussi voient, comprennent et appréhendent telle ou telle personne avec qui ils vivent beaucoup plus que nous, psychologues, hein, on voit leurs gens, eux ils sont 7 ou 8 heures dans les services ou les familles, ils ont vécu des années ensemble, ils ont une approche, une connaissance autre que la nôtre, et comment aussi faire accepter que tout d'un coup on ne rentre pas dans ces a priori qui constituent d'une manière comme d'une autre les groupes, la famille, l'équipe et d'autres choses comme ça, et qu'on apporte un regard, si ce n'est extraordinaire ou original, mais différent, voilà, qui va proposer une manière de lire une situation autre. J'ai moi le souvenir d'une époque assez ancienne où je participais régulièrement à des réunions d'équipe, où effectivement avec le temps la confiance était instaurée entre les gens, et donc on pouvait parler en essayant de partager des compréhensions, des manières d'appréhender un certain nombre de questions et de sujets concrets et théoriques. Et c'est vrai que parfois c'est difficile, mais on peut essayer d'y arriver, essayer de travailler, si ce n'est dans le sens contraire, mais au moins pas forcément opposé au sens rival. Et par contre, c'est vrai qu'on peut être surpris aussi, parce que je me souviens d'une anecdote un peu isolée,
mais de quelqu'un qui avait été pris, d'un soignant qui avait été pris à partie et par un patient et par sa famille de manière assez virulente, verbalement et presque physiquement, et qui, si j'ose dire, en dernier recours, avait retrouvé et relivré ce qu'on avait discuté en équipe, avec cette, comment dire, cette violence que ça pouvait représenter aussi pour cette famille, virulente mais aussi en souffrance, que tout d'un coup, avoir une sorte d'interprétation sauvage qui était retournée défensivement, mais quand même mal à propos et hors contexte et hors situation de la compréhension de ce système-là. Donc c'est vrai que c'est quand même à utiliser avec prudence. Ouais. C'est pas aussi facile que ça de proposer des compréhensions à nos collègues pour qu'ils puissent non pas s'en servir comme un décodeur, comme une solution. Ah, il a dit ça, donc c'est donc ça. C'est pas ça l'idée, c'est comment chercher quelque chose qui peut avoir ou prendre un sens. Peut-être aussi avec une autre idée qui pourrait suivre. Comment appréhender avec nos collègues des équipes cette situation assez particulière de ne pas renvoyer forcément, encore une fois, à la réalité, au tangible, au concret, sans forcément l'exclure non plus. Et encore une fois, on redevient funambule de cette situation avec un autre exemple. Les gens qui vont vous dire, parce que c'est le soir qui vient, comme maintenant, une certaine appréhension qui vient et qui monte, qui vont nous dire ah, il faut que je parte, parce qu'il y a des enfants qui m'attendent à l'école. Et encore une fois, on va leur dire mais bon, vos enfants, vous vous rendez compte, ils étaient là tout à l'heure, ils ont 75 ans, 70 ans, ils ne sont plus à l'école, rassurez-vous, rentrez dans votre chambre, calmez-vous. Et ça calme rien. Ou bien les gens qui vont appeler leur mère, moins souvent les pères d'ailleurs, mais leur mère, un peu comme le dernier rempart à une angoisse progressant, envahissante, et la dernière personne, pas encore une fois la personne réelle, mais le dernier personnage plus exactement, c'est peut-être cette mère-là dont on a imaginé culturellement et individuellement avec beaucoup de nuances, que ce personnage-là ne pourrait pas défaillir de sa présence, de son assistance, de son attention, de son affection, et donc de nous protéger de tout ce qui peut nous arriver. Alors en termes sophistiqués, on appelle ça le rôle de par-excitation, enfin, un terme beaucoup plus simple et évident, c'est effectivement qui va nous rassurer, qui va nous protéger quand on est anxieux, et non pas nous dire mais alors quel âge vous avez, quel âge aurait votre mère, en quelle année on est, donc est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être là, enfin, les coincer dans un impossible raisonnement qui me semble-t-il, et là aussi c'est peut-être une question professionnelle mais aussi éthique, de pourquoi les renvoyer hors d'une situation de bilan, enfin qui est encore autre chose de concevable, mais comment et pourquoi les renvoyer à quelque chose qui est les mettre encore plus en échec et en quelque sorte les angoisser encore plus, parce que les tentatives maladroites, fausses et illusoires qu'ils veulent utiliser, si on les leur refuse, qu'est-ce qui va leur rester? Il va rester ce contre quoi ils utilisent de façon inappropriée ces mécanismes-là, l'angoisse de se retrouver dans le vide, dans le vidage d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se disparaissent à eux-mêmes, eux-mêmes s'échappent à eux-mêmes. Si on les renvoie à cette réalité, bon, qui existe, mais si on la renvoie trop uniquement et brutalement et sèchement, sans autre support à cette idée-là, pour nous protéger, pour les ramener à la réalité, parce que c'est ça la vérité vraie, du coup, on les reprovoque dans une angoisse, alors que peut-être notre travail, me semble-t-il en tout cas, enfin, peut-être une réflexion en tout cas là-dessus, c'est peut-être que notre travail, c'est avant tout, non pas d'éponger cette angoisse, c'est compliqué, mais en tout cas de faire que les conditions la sollicitent moins qu'un certain apaisement.
Et donc là, effectivement, on retrouve, alors si on joue avec, on jongle avec les mots, on retrouve ce travail de nursing de l'anglais, hein, donc l'infirmière, mais aussi ce travail de maternage, c'est-à-dire que au-delà de tout, qu'est-ce qu'il va faire qu'à un moment donné, prêter attention à l'autre, c'est le reconnaître comme un individu, mais aussi se reconnaître dans un rôle, même si ce rôle-là n'est plus reconnu par l'autre, même si on n'a plus forcément envie d'être dans ce rôle-là non plus, parce qu'on est aussi pris dans l'aspiration de notre propre avenir qui se profilerait comme ça, et c'est pas très enchanteur, mais qui à ce moment-là pourrait aussi nous renvoyer à l'idée qu'est-ce qui est pas forcément le mieux pour eux, ça serait encore une autre dimension de question beaucoup plus vaste, mais peut-être le moins pire ou le moins délétère pour eux, que d'appréhender ce qui peut être compris par nous comme leur problème essentiel, plutôt que d'avoir à résoudre nos problèmes qu'on a pensé à leur place. Donc là, il y a transposition, en quelque sorte, non plus du personnage à la personne, mais de la personne au personnage. Une sorte d'intrusion dans « moi je sais ou je pense que pour vous, il est bien de ceci ou il est bien de cela ». C'est la tentation, enfin le glissement qui pourrait suivre dans ce genre de situation. C'est un aveu d'échec quand même. C'est un aveu d'échec. Je veux dire de la part du soignant. Oui, j'entends. Je pense aussi que c'est un aveu d'échec qui conteste l'échec. Puisque justement, il ramène à une réalité là où l'autre ne peut plus être facilement amené ou attiré ou même rejoint. Donc là, effectivement, il y a une sorte de barrière informelle, parce qu'ils sont à proximité, ils peuvent se toucher, ils peuvent se parler, mais une incommunicabilité d'état d'esprit qui se met en perspective, me semble-t-il, dans ce genre de situation.